Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui pour la dernière émission de l'année le député Lyotte de la 3e circonscription des Vosges, Christophe Negenne. Bonjour. Bonjour. On va repréciser, Christophe, que Lyotte, c'est Liberté, Indépendance, Outre-mer. Donc un groupe parlementaire aujourd'hui de 23 députés avec une majorité de sensibilité de droite comme vous et une dizaine de députés de gauche. On a bien résumé les choses. Oui, c'est à peu près ça. Oui. Comment est-ce que vous vivez la période actuelle, Christophe Negenne? Chaque député qu'on rencontre aujourd'hui, on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Comment, en interne, vous vivez tout ce qui se passe? Moi, je suis surtout inquiet pour notre pays actuellement. On a une situation sociale, une situation économique, une situation politique, bien sûr, les trois très très compliquées. Et je pense qu'il est extrêmement urgent d'arriver avec des solutions, parce qu'on a besoin de relancer l'économie, on a besoin de relancer la consommation, avec les impacts derrière qu'il y a sur l'emploi. Donc oui, c'est pour répondre à la question, on est dans une période actuellement qui est compliquée, sur laquelle il va être urgent que chacun prenne sa part et ses responsabilités pour apporter des solutions rapides. Alors, on précise qu'on enregistre ce lundi en fin de matinée, qu'on n'a pas de gouvernement à l'heure où on se parle. Le Premier ministre François Bayrou a promis un gouvernement pour Noël. On verra ce qu'il en est. Ça passe par là. Il y a le budget, évidemment, qui sera la priorité absolue très, très vite. Mais il faut déjà connaître la composition du futur gouvernement. Vous avez des infos, il y a des choses. Est-ce que le groupe Lyotte a été sollicité? J'imagine que oui. C'est toujours un équilibre, la mise en place d'un gouvernement. Je vais en profiter parce que vous le rappelez, on est lundi 11h, jour de cérémonie nationale pour Mayotte, on va en deuil parler. national pour Mayotte. Je voulais avoir une pensée pour tous les Mahorais, pour ma collègue Estelle Youssoufa, vous l'avez rappelé, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. On a une composante Outre-mer, dont la députée de la circonscription de Mayotte, d'une des deux circonscriptions de Mayotte, Estelle Youssoufa, avec qui j'étais en contact très régulièrement et ce week-end et le week-end dernier. Et la situation qui se passe à Mayotte est réellement Alors on va rester là-dessus, on avait prévu d'en parler juste après, mais restons sur Mayotte. Quelles sont les priorités? Qu'est-ce que vous dit votre collègue là, qu'on voit là en photo? On sait que le chantier est immense, on sait que la reconstruction va prendre des années. Comment il faut reconstruire? On sait aussi que malheureusement l'habitat très provisoire, très éphémère, les bidonvilles sont en train déjà de se refaire. Est-ce qu'on va sortir de ce cycle un peu infernal? C'est extrêmement compliqué. Moi j'y suis allé l'année dernière à l'invitation d'Estelle Youssoufa et avec la ministre des Outre-mer de l'époque sur les thématiques qui sont les miennes, la santé et la sécurité. Et c'est vrai que c'est une situation qui est catastrophique. Il y a des charniers complets, des bidonvilles qui se sont effondrés. Les Mahorais, moi j'avais Estelle au téléphone, le toit de sa maison s'était envolé. Son frère qui habite avec elle, avec leurs enfants, était sous la table. C'est vraiment une situation compliquée. On a besoin d'une réaction extrêmement rapide de l'État, d'une intervention de l'armée aussi, avec tous ces moyens logistiques extrêmement forts pour là aussi être en capacité d'avoir des solutions qui soient rapides et puis sortir un peu, parce que c'est une situation qui est catastrophique, on ne peut pas se rendre compte. Ça arriverait dans un territoire de l'Hexagone, on ne parlerait que de ça, matin, midi et soir. Et là, ça reste un département français. Mayotte est un département français. Et c'est vrai que ça nous paraît loin, alors qu'il y a des centaines de Françaises et de Français qui sont dans des situations catastrophiques actuellement. Avec l'urgence toute simple, c'est avoir de quoi boire. On de entendait l'eau, encore exactement, c'est ça la première priorité. Alors plus généralement, et à court et moyen terme, deux questions qui se posent. Et la première est sans doute la plus importante. Est-ce qu'on va continuer à construire comme ça de manière très éphémère? Est-ce qu'il ne faut pas investir massivement? C'est ce qu'on entend beaucoup, y compris chez les Mahorais. Est-ce qu'il ne faut pas mettre un gros chèque aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il y a des cyclones, il y en aura d'autres, sans doute avec le dérèglement climatique peut-être encore plus fréquemment. Est-ce qu'il ne faut pas mettre massivement de l'argent aujourd'hui pour reconstruire durablement cette île qui souffre d'une précarité du logement depuis des décennies? Alors, il y a la problématique logement et le fait de construire en dur. Il y a la piste longue pour les
l'atterrissage des avions, parce que là, aujourd'hui, on a des difficultés à approvisionner parce que c'est une piste qui est trop courte pour certains avions. Il y a la problématique de l'eau, à la désalinisation, entre autres. Donc, logement, eau, transport, infrastructure, c'est tout des problématiques sur lesquelles on doit être en capacité d'agir rapidement, avec, bien entendu, aussi la problématique comorienne juste à côté, et donc l'arrivée de tous ces Comoriens en territoire mahorais. Alors, on va revenir à la métropole et effectivement avec cette situation totalement inédite sous la 5e. Donc on a un nouveau Premier ministre qui n'a toujours pas de gouvernement. Comment est-ce que, alors vous n'avez pas voté la censure de Michel Barnier, vous l'avez regretté. Aujourd'hui, est-ce qu'on va enfin sortir de cette situation ou est-ce que les mêmes causes vont produire les mêmes conséquences selon vous, hein? Vous n'êtes pas Nostradamus, moi non plus, mais... Quand vous dites que je l'ai regretté, j'ai regretté qu'une censure soit votée à ce moment précis, parce que en fin de compte, si on veut relancer la production, il faut qu'il y ait de la consommation. Si on veut qu'il y ait de la consommation, il faut qu'il y ait de la confiance. Si on veut que la confiance revienne, il faut qu'il y ait de la stabilité. Et là, aujourd'hui, changer de gouvernement tous les 3-4 mois, ça crée de l'instabilité et non pas de la stabilité. Et quand je suis très régulièrement auprès des entreprises de la circonscription, que ce soit commerçants, artisans, peu importe les entreprises, on est dans une situation aujourd'hui économique qui est extrêmement compliquée avec... alors nationalement des plans sociaux qui se multiplient par rapport à ce qu'on pouvait voir ces dernières années, avec des embauches qui sont freinées du fait du brouillard et du flou sur lequel on va. Donc on a besoin en effet de plus de stabilité pour pouvoir relancer toute cette économie et l'emploi qui va avec. Alors, qui s'occupe de l'intérêt général aujourd'hui? C'est ça la vraie question. On a le sentiment que tout le monde se renvoie la balle en disant c'est pas eux, c'est nous. Enfin, c'est pas vous, c'est pas nous, c'est eux plutôt. Est-ce qu'aujourd'hui, ce message-là va enfin passer? Et est-ce que le Parlement, qui avait quand même une situation historique de reprendre la main par rapport au régime vraiment présidentiel, est-ce que le Parlement va enfin tirer les conséquences de tout cela et tirer vers l'intérêt général et faire du compromis comme on l'espérait tous? Je l'espère. Vous savez, je le répète très régulièrement et c'est mon combat depuis 7 ans maintenant que je suis élu, qui est de dire pensons un peu plus aux Français, pensons un peu plus à notre pays avant de penser aux intérêts partisans. Quand je dis partisans, aux intérêts des partis politiques. Et malheureusement, aujourd'hui, à l'Assemblée, on voit certaines décisions qui sont prises dans un intérêt uniquement de partis politiques et sans penser réellement à ce qui est le plus important et ce qui serait le plus nécessaire pour nos concitoyens. Et moi, c'est un combat du quotidien de dire... Pensons au terrain. Pourquoi est-ce que tous les week-ends, dès l'instant où je suis dans les Vosges, je suis sur le terrain, aux côtés des associations, aux côtés des entreprises? C'est pour essayer de porter cette voix en fait de bon sens, qui malheureusement, et je suis obligé de le reconnaître, a tendance à être parfois absente dans la bouche de certains collègues. Et vous sentez clairement le fossé qui se creuse entre ce retour de population dans votre circonscription par rapport à des décisions un peu incompréhensibles pour le plus grand nombre Entre des élus de terrain et d'autres élus ou alors un gouvernement qui, lui, semble déconnecté. Encore une fois, je ne veux pas faire de généralité parce qu'il y en a qui ont réellement conscience des problématiques, mais ça reste néanmoins le fait de passer ce message. Moi, j'ai eu rendez-vous, et vous l'avez dit, et avec le Premier ministre, avec tous les présidents de groupes parlementaires et de partis, mais aussi 2 jours avant, uniquement avec mon groupe. Et c'est exactement le message que j'ai fait passer en parlant de cette lettre, qui est quand même une première dans notre histoire, signée par tous les partenaires sociaux, que ce soit les syndicats salariés, mis à part la CGT qui ne l'a pas signée, mais tous les autres l'ont signée, tout comme les syndicats patronaux, sur le fait de dire maintenant, arrêtez, il faut vous remettre au travail parce que nous, économiquement, ça devient, on court vers une catastrophe. Allez, dernière question sur le national. Donc, vous étiez dans le bureau d'Emmanuel Macron. La semaine d'avant, oui. La semaine d'avant, 2 fois dans le bureau de François Bayrou. Est-ce que vous avez senti les chefs de l'exécutif totalement conscients de la situation? Comment est-ce que, allez, on va s'inviter dans les bureaux, dans les ordres de la République, est-ce que vous avez senti des gens conscients totalement de ce qui se passe dans le pays? En fait, c'est extrêmement malheureux parce qu'on a l'impression qu'ils nous entendent. Moi, j'ai vu aussi bien le président de la République que le Premier ministre prendre énormément de notes, rebondir sur les propositions que je pouvais faire à ce moment-là. Mais derrière,
il semblerait les actes ne sont pas à la hauteur. Soient les mêmes qui restent et qu'en plus de ça, on ne soit pas forcément entendu sur les idées, parce qu'il y a les questions de personnes, certes, mais le plus important, c'est les idées. Ce qu'il faut qu'on mette en place pour réduire le déficit public, ce qu'il faut qu'on mette en place pour relancer l'économie, etc. Et sur ces points-là, j'ai l'impression que c'est extrêmement laborieux. On va suivre ça en 2025. Allez, on va parler de dossiers vosgiens sur lesquels vous avez toujours eu un regard très précis. L'hôpital en général et celui de Remiremont en particulier. On a bien noté qu'il y avait eu des investissements, donc c'est qu'on croit évidemment à cet hôpital. On se souvient que l'ancien ministre de la Santé, Arnaud Rousseau, était venu chez vous pour marquer le fait que l'État n'oubliait pas cet hôpital. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, vous l'avez rappelé, entre le nouveau scanner et l'automate pour la pharmacie, on a mis des millions d'euros. Ouais. C'est quelques millions, plus de 2,5 millions qui ont été mis. Donc, on n'investit pas une telle somme d'argent pour un hôpital qu'on potentiellement voudrait fermer. Il y a d'autres motifs de satisfaction. Fin de semaine dernière, on a reçu la certification qui était extrêmement attendue pour l'hôpital de Remiremont. Donc, c'est acté. L'hôpital de Remiremont est certifié. On a aussi le service, vous savez que le département des Vosges est l'un des 20 départements français à ne pas avoir de service de soins palliatifs. Moi, ça fait 6 ans que je me bats sur ce projet-là. Le service de soins palliatifs devrait être localisé à Remiremont en 2025. Donc, vous voyez, c'est des motifs aussi de satisfaction. Donc on croit à l'hôpital, mais est-ce qu'on a les moyens de le faire tourner ? C'est toute la question est là. Hein. Oui, on a clairement les moyens de le faire tourner. Après, en termes de personnel, j'entends évidemment. Il nous manque, comme tout hôpital, il y a un problème sur les moyens humains. Est-ce que tout est parfait ? La réponse est clairement non. Est-ce qu'on a besoin de plus de médecins ? Oui. On a besoin de pédiatres, on a besoin de médecins urgentistes, on a besoin en réalité de toute typologie de médecins, d'anesthésistes aussi. Donc oui, on est en manque de main-d'œuvre. Néanmoins, il y a une direction qui est donnée pour continuer non seulement à le maintenir, mais aussi à le développer. Y compris la maternité, qui est vraiment toujours le sujet récurrent. Avec la problématique des pédiatres. Bien sûr. Alors là, on va finir ça devient dangereux au bout d'un moment. On va finir l'année à 450-500 accouchements. Donc, peu. Moi, quand j'ai été élu il y a 7 ans, je crois qu'on était à un peu plus de 700 accouchements, un peu plus de 700 accouchements à l'époque. Donc, il y a une baisse claire de la natalité. Néanmoins, il y a un personnel qui, à l'hôpital, fait le maximum pour rendre le meilleur service possible aux patients. Et moi, c'est aux côtés d'eux que je veux être et à continuer à défendre notre hôpital, à continuer à essayer de le développer. On n'oublie pas non plus, évidemment, les 12 plaintes pour les morts suspectes. Hein. C'est factuel, effectivement, mais il faut garder effectivement cet outil-là, qui est un outil évident. Alors, on ne l'oublie pas, néanmoins, rappeler que sur la durée pendant laquelle ces 12 plaintes ont eu lieu, et rappeler qu'en termes de mortalité à l'hôpital, l'hôpital de Remiremont est dans la moyenne nationale, pas au-dessus. Donc à un moment donné, il faut... Bien sûr. Et c'est des affaires qui sont toujours en cours. Ouais. Et voilà, je pense que vous le savez très bien, même mieux que moi, normalement, des affaires judiciaires en cours, on évite de commenter, bien entendu. Allez, on parle des termes de plombière. Autre dossier du moment. Tout le monde, il faut être clair, attend la chute du groupe AVEC. On sait que le groupe a de grosses difficultés financières, rayonne sur toute la France, avec le tribunal de commerce de Bobigny qui devrait se prononcer. Il y a déjà eu une société qui a été mise en liquidation, celle qui gérait l'hôtellerie, la restauration, celle qui gère les termes en elle-même. Pour l'instant, redressement judiciaire. Et puis, il y a également la question qui se pose sur l'immobilier, puisqu'il va falloir, à un moment ou un autre, se rendre acquéreur. Où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce que le député et le conseiller régional Grand Est souhaitent aujourd'hui par rapport au terme de plombière ? On rappelle qu'il y a eu cette initiative du département de tenter de constituer, avec Bernard Ben Saïd, le chef du groupe AVEC, une société d'économie mixte. Ce qu'a proposé le département, que d'ailleurs Bernard Ben Saïd, il y a 3-4 ans de cela, m'avait déjà proposé, en tout cas soumis l'idée, de créer une SEM. On est tous d'accord qu'il faut sauver Plombières, que ce soit pour les termes en eux-mêmes, que ce soit pour les salariés, que ce soit pour les Plombinois ou pour tout le territoire. C'est le modus operandi qui visiblement n'est pas... Exactement. Après, il y a des visions qui sont différentes. Vous m'interpelliez en tant que député et en tant que conseiller régional. Moi, j'ai soumis au président du conseil régional et à son vice-président en charge du dossier l'idée du département. Eux me disent,
tant qu'il y a Bernard Ben Saïd, on n'y va pas. On n'y va pas parce que 90 millions d'euros de dette, je crois que c'est 19 ou 20 procédures judiciaires en cours qu'on ne va pas commenter non plus, mais c'est un nombre qui est quand même relativement important. Et l'État derrière et la Banque des Territoires dit la même chose. Et aujourd'hui, on est en incapacité d'y aller sans l'appui de la région et de la Banque des Territoires. Madame le maire, Lydie Barbeau, fait un travail énorme sur ces termes, en essayant d'aller chercher des idées à droite à gauche. Le département, par le biais de son président, a soumis cette idée-là. En fait, il faut continuer à essayer de travailler pour qu'on arrive à trouver une solution où communes, départements, régions, État soient d'accord sur ce qui doit être poussé. Mais je reprends ce que j'ai dit en introduction. On attend, faut être clair, tout le monde attend que le groupe avec se casse la figure pour reprendre ce qui peut l'être. On en est là aujourd'hui. La question va être de savoir est-ce que la partie immobilière va être appelée solidairement avec les sociétés d'exploitation dans la liquidation. Si c'est le cas, ça ouvre une porte. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire trouver un terrain d'entente avec Bernard Ben Saïd, constituer une société et racheter cet immobilier à Bernard Ben Saïd. Allez, on va finir en parlant de montagne. C'est un sujet qui vous préoccupe évidemment, comment ne pas l'être quand on est député de la 3e circonscription. On a vu que finalement la neige était tombée en quantité, que le ski la saison de ski a été lancée. On va en voir quelques images d'ailleurs. Vous suivez ça de près. On sait qu'il y a une étude qui a été donnée, donc à 20 ou 30 ans, de neige potentielle avec moins de jours neige quand même dans les années à venir. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Il faut continuer à investir, on continue à soutenir les grands investisseurs du ski ? Oui, il faut impérativement qu'on continue à soutenir les professionnels qui, depuis bien longtemps, ont compris que le futur serait le tourisme 4 saisons et ça fait bien longtemps qu'ils investissent dans ce tourisme. C'est pas réveillé avant-hier pour ça, c'est sûr. Ils n'ont pas attendu qu'on leur soumette l'idée. Ils ont été bien précurseurs sur le sujet, sur ce tourisme toute saison. Demain, on est à la veille de Noël, on a de la neige qui est tombée quand même en abondance hier soir. Il faut espérer qu'elle reste et qu'il puisse avoir une bonne saison, en tout cas pour ces fêtes de Noël, et qu'on ait aussi, parce que vous savez que c'est la saison de février qui représente la majorité du chiffre d'affaires. Il faut espérer qu'on ait de la neige aussi là. Mais en fait, il faut qu'on continue à développer et à investir dans nos stations en se disant que la neige, même si elle sera présente de moins en moins d'après les études, c'est pas pour demain non plus. Et on doit être aux côtés des socio-professionnels et de tous les professionnels de la montagne, bien sûr. Allez, toute dernière question, une question flash. Est-ce que vous êtes pour ou contre le retour du cumul des mandats tel qu'expliqué par François Bayrou, qui a quand même étonné tout son monde en remettant ça à ce moment-là, alors qu'on attend quand même, il y a sans doute d'autres urgences. Est-ce que, je vous vois sourire, ça vous a fait sourire ou vous vous êtes dit, tiens, c'était vraiment pas le moment de lancer ce sujet-là ? Non, c'est comme vous avez dit, tel que proposé par François Bayrou. Parce qu'un retour à la proportionnelle et au cumul des mandats, il y a à peu près autant de propositions qui est faite que d'élus qui existent. Donc, est-ce que proportionnel départemental, national, que pour certains départements, retour des cumul des mandats, que à certains postes d'exécutifs, pas à d'autres, avec des limites de taille de ville ou de communauté de communes. C'est sur mesure. Ouais. Donc, en fin de compte, il faudrait déjà avoir une proposition sur laquelle on puisse discuter et se positionner. Moi, sur le principe, tout dépend où est le curseur. Tout dépend où est le curseur. J'y suis pas forcément défavorable parce que le plus important, parce que c'est ce qu'on va entendre. Oui, c'est la déconnexion de l'élu qui ne met pas les mains dans le cambouis sur le. Voilà, oui, c'est ça l'idée principale. Alors qu'en étant que député et en n'étant pas à la tête d'un exécutif, c'est 10 à 15 manifestations tous les week-ends, c'est toutes les semaines ou toutes les 2 semaines une visite d'entreprise dans la circonscription. Cet après-midi, c'est 9 rendez-vous à la permanence. Donc je suis tout autant connecté, voire sans doute plus au terrain qu'un certain nombre d'élus. Néanmoins, le fait d'avoir une attache dans un exécutif local, pourquoi pas ? Après, voilà, il faut voir exactement comment ce sera proposé. Mais ça ne sera sans doute pas la priorité. Christophe Negelen était l'invité de Parole d'élu. Merci à vous. On Merci. souhaite de bonnes fêtes, ainsi qu'à nous, tous nos téléspectateurs, bien évidemment. Mais on se retrouve l'année prochaine avec Yannick Villemin. Oui, vous vouliez dire... Non, juste souhaiter de belles fêtes de fin d'année à toutes nos téléspectatrices et téléspectateurs, et puis à vous-même. Merci à vous. On se retrouve très très bientôt à l'année prochaine. Donc ce sera Yannick Villemin, le maire de Gironcourt, qui ouvrira le bal en début d'année 2025. Très bonne fête à toutes et à tous. À très bientôt.